Qu'est-ce qu'il a? Il est fou? Non. Il est attardé? Pas exactement. Il est pas fou, il est pas attardé, mais il est ici. C'est un surdoué autiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Autrefois, les gens comme lui étaient appelés crétins savants. Ils ont un certain nombre de déficiences et aussi certaines aptitudes. Il est en attardé, quoi. Autiste. En fait, il est très cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'il souffre d'une déficience qui altère ses facultés sensorielles et ses capacités à les exploiter. Non, traduisez-moi ça, ça me passe au-dessus de la tête. Raymond a des difficultés à communiquer et à assimiler. Il est incapable de s'exprimer et vraisemblablement de comprendre ses propres émotions d'une manière traditionnelle. Oui. Il y a 30 ans, sortait sur les écrans français Rain Man de Barry Levinson. Rain Man raconte l'histoire de Charlie Babbitt, interprété par Tom Cruise, qui, à la mort de son père, décide de retrouver le bénéficiaire de son héritage. Ce bénéficiaire n'est autre que son frère Raymond, joué par Dustin Hoffman, un savant autiste que Charlie appelait Rain Man quand il était enfant et qui n'est autre que son frère. Rain Man fut l'un des premiers projets à parler d'autisme au cinéma. Il entraîna même la fausse idée que les personnages atteints du syndrome d'Asperger sont automatiquement intelligentes. En effet, les spectateurs, n'ayant pas fait de distinction entre le syndrome du savant mis en avant par le docteur du film et le syndrome d'Asperger, cette idée se développa alors que le long métrage de Barry Levinson évitait soigneusement l'amalgame. C'est peut-être à cause du sujet du film que le projet Rain Man a mis extrêmement longtemps à se concrétiser. En effet, Barry Morrow s'est heurté à beaucoup de refus quand il a proposé ce film qui s'inspirait de Kim Peek, un Américain à la mémoire exceptionnelle qui était atteint du syndrome du savant. Le premier à lui avoir donné sa chance est le jeune producteur Roger Birnbaum. Depuis, il a notamment produit les Rush Hour, le reboot de Star Trek ou encore Glass cette année. Roger Birnbaum a d'ailleurs le droit à des remerciements spéciaux en fin de film. Le producteur de la production de Rain Man n'est pourtant pas encore totalement lancé. En effet, avant Barry Levinson, plusieurs réalisateurs se sont cassés les dents sur le projet. Martin Brest, qui avait réalisé Le flic de Beverly Hills, fut d'abord le premier cinéaste attaché à la réalisation. Il laissa ensuite sa place, peu satisfait du scénario, à Steven Spielberg. Pendant des mois, le cinéaste américain tenta de retravailler le script avec Ronald Bass, avant de renoncer pour se concentrer au 3e épisode d'Indiana Jones. Finalement, Barry Levinson, auréolé du succès de Good Morning Vietnam, arriva donc aux commandes du film. Il s'offre même le luxe d'une petite apparition en tant que médecin dans le métrage. Côté casting, Dustin Hoffman avait d'abord été choisi pour interpréter le rôle de Tom Cruise. Et oui, c'est à la base Bill Murray qui devait interpréter Raymond. Finalement, quand Tom Cruise arriva sur le projet, Dustin Hoffman prit le rôle que Murray avait refusé. Ce choix se révéla excellent puisque Dustin Hoffman délivre dans Rain Man une de ses plus belles interprétations. Ce rôle lui fera même remporter son 2e Oscar du meilleur acteur. Dustin Hoffman n'est pas le seul à avoir bénéficié du succès aux Oscars. Outre son Oscar, le film remporta l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, le Golden Globe du meilleur film dramatique et du meilleur acteur pour Dustin Hoffman, ainsi que l'Ours d'Or du meilleur film à Berlin. Le long métrage de Barry Levinson fut aussi un succès public puisque 6,4 millions de spectateurs virent le film en France en 1989 et aux États-Unis, Rain Man fut le plus gros succès de l'année avec 172 millions de dollars de recettes. Je ne pouvais m'arrêter sur Rain Man sans parler du fait que c'est le premier film que je pourrais qualifier d'adulte que j'ai vu dans ma vie et que c'est celui qui m'a fait découvrir la musique de film. Ça tombe bien puisque la bande originale est composée par le très grand Hans Zimmer à qui nous avons consacré une spéciale avec Raphaël dans son émission Générique détraqué. Comme je l'ai dit lors de cette émission, c'est Barry Levinson lui-même qui alla chercher Hans Zimmer à Londres un soir de pluie en lui disant que sa femme avait adoré sa précédente BO pour Un monde à part. Comme pour Un monde à part, Zimmer cherche à jouer sur les sonorités étrangères. Ici, ce sont les flûtes à sonorité amérindienne qui sont utilisées, comme vous pouvez d'ailleurs l'entendre. Si Rain Man est aussi important, c'est parce que son grand succès permis à des films mettant en avant des personnages handicapés d'être réalisés. Sans Rain Man, pas du 8e jour, pas de Sam, je suis Sam, ou pas de Forrest Gump, ça aurait été dommage quand même. Je ne pouvais finir cette chronique sur Rain Man sans parler de cette anecdote croustillante que les fans du film doivent connaître. Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais Rain Man peut être considéré comme un road movie puisque l'essentiel de l'histoire raconte la traversée des États-Unis de Cincinnati à Los Angeles par les deux frères Charlie et Raymond. Et au cours d'une scène, Charlie et Raymond sont sur le point de monter dans un avion. Raymond fait alors un listing de tous les crashs aériens qu'il y a eu par compagnie. Sa phobie de prendre l'avion entraîne donc ce road movie puisque Charlie et Raymond sont maintenant obligés de faire ce long voyage par la route.
Et lorsque le film fut diffusé du coup à bord des avions, plusieurs compagnies aériennes ont tronqué le long métrage de cette scène. Il en résulte donc une incohérence scénaristique puisqu'on le voit, on voit dans les avions Raymond et Charlie extrêmement pressés de rentrer à Los Angeles en voiture alors qu'ils auraient pu prendre l'avion. Heureusement pour moi, je n'ai pas vu le film à bord d'un avion, et puis ça aurait été dommage de louper un long métrage où un personnage détecte le nombre de cure-dents tombés sur le sol en un seul coup d'œil. Là, des cure-dents. Des cure-dents. Il a besoin de cure-dents, on peut les lui apporter? Ouais. Et je ne pense pas que nous puissions convenir d'un arrangement quelconque. Puisque c'est ça, rendez-vous au tribunal. Une addition. Excusez-moi, il m'en fallait un. 82. 82 quoi, Ray? Tu dois combien? Cure-dent. Il y en a plus de 82 par terre. Il y en a 246. Regardez la monnaie. Mademoiselle, combien il y a de cure-dents dans la boîte? 250. Pas très loin. Allez, viens, on y va. 246. Ouais. Il en reste 4 dans la boîte. Évidemment, il faut que je prenne mon sac à dos. Faut pas oublier son sac à dos. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 25e épisode de The Cinema Show. Cette semaine, ce sont Vincent, Françoise et Laura qui m'accompagneront, tandis que Nina nous a enregistré une divine chronique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Au programme de l'émission, 4 longs métrages: Mon bébé de Lisa Azuelos, Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, Triple frontière de J.C. Chandor et Depuis Mediapart de Naruna Kaplan des Macedo. La chronique divine sera donc aussi de la partie, tandis que le quiz fera sa première absence depuis fort longtemps. On recevra aussi Clotilde, Margot et Nils de Paul Va au cinéma qui viendront nous parler du festival qui s'est tenu la semaine dernière. Mais avant ça, on commence par les traditionnelles news de la semaine. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Au sommaire des news, les actus en bref, le mercato de la semaine, un espion au vert, le retour de l'année, une affiche qui fait polémique et pas de Netflix à Cannes. Donc on est très chargé niveau actu. Les actus en bref du coup, alors Captain Marvel poursuit sa moisson au box-office mondial avec 760 millions de dollars de recettes récoltées en seulement 2 semaines. En France, le Chant du Loup est devenu le plus gros succès pour un film de sous-marin depuis 60 ans. Il dépasse donc au passage À la poursuite d'Octobre Rouge et USS Alabama notamment. Aussi, on a la Warner avec Kevin Tsujihara, le PDG du studio, qui a dû démissionner après avoir tenté de favoriser Charlotte Kirk, une actrice avec qui il avait une liaison. Enfin, on a pu aussi voir cette semaine, et là, Vincent, tu vas devoir boucher tes oreilles parce que je sais que tu ne veux rien savoir. Donc, on a pu voir la première affiche, plutôt moche d'ailleurs, je trouve, de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Et on a aussi vu la bande-annonce aujourd'hui qui est sortie du coup. Qui l'a vu? Qui a vu cette affiche? Moi, je l'ai vue. Alors, on en pense quoi? L'affiche, je suis pas sûre de l'avoir vue parce qu'il y avait plein de photos. Ouais. Mais j'ai pas vu la bande-annonce non plus, je suis pas sûre de vouloir la. D'accord. Et moi, je suis tombée dessus, moi, sur le feed d'actu Facebook, j'ai pas eu le choix. Et alors je suis très emballée. Et j'ai envie d'aller le voir. Okay. Ça me tente bien. Ouais. On a fini, Vincent, tu peux. Et du coup, Once Upon a Time in Hollywood, ça parle de. Non, deuxième news, on passe au mercato du coup. Donc cette semaine, on a appris que c'est finalement
Florence Pugh, ou Pug, je ne sais pas comment on dit, qu'on avait pu voir dans Outlooking l'an dernier, qui a été choisie pour rejoindre Scarlett Johansson dans Black Widow. On parlait la semaine dernière d'une potentielle arrivée d'Emma Watson dans le MCU, mais Florence Pugh a coiffé du coup toutes ses concurrentes au poteau grâce à une audition qui a surpris les pontes de Marvel. C'est qui ? C'est une actrice, une jeune actrice anglaise. Ouais, dans Outlooking, je l'ai dit, si t'écoutais un petit peu les J'étais en train de... Okay. Et elle va jouer qui ? Tu l'as dit aussi. Elle va jouer, non, là je l'ai pas dit, elle va jouer une espèce d'espionne un peu à la James Bond, mais au féminin, voilà. Elle va nous faire une Black Widow numéro 2 alors. Voilà, anglaise. Seconde actu mercato du coup, Park Chan-wook qui va revenir aux affaires avec un western pour la plateforme Amazon. Ça sera le premier film du réalisateur coréen depuis Mademoiselle, sorti en 2016. S. Greg Zahler a écrit ce projet qui est déjà annoncé comme ultra violent. On annonce aussi Matthew McConaughey dans le premier rôle. On a aussi appris que Robert Pattinson et John David Washington rejoignaient le prochain film de Christopher Nolan. Après on n'en sait toujours pas plus sur les aboutissants de ce film et les tenants. Enfin on ne peut en finir un mercato sans parler de Dune de Denis Villeneuve. Alors que le tournage du film a débuté lundi, la Warner a annoncé dans la foulée que Hans Zimmer s'occuperait de la bande originale. Ça sera la seconde collaboration entre Zimmer et Villeneuve après le dernier film du Québécois Blade Runner 2049. Y a une news sur laquelle vous vouliez revenir. Tu vas pas parler de James Gunn? Bah attends, c'est le retour de l'année, ça c'est plus tard ça. Alors, obligé de parler de James Gunn, c'est pas dans le mercato. Troisième news, et celle-ci est cocasse. Daniel Craig devrait conduire une Aston Martin électrique dans le prochain James Bond. À première vue, cela est positif, sauf que voilà, on a aussi appris que des associations écologiques norvégiennes s'étaient indignées de voir la production du film construire des bâtiments dans une région où les lacs et les forêts sont très protégés. Pas très sympa le James. La production a quand même essayé de calmer les débats en ajoutant que ces bâtiments seront détruits après le tournage. Ça vous fait quelque chose de voir James Bond rouler en électrique? Pas vraiment. Mais... Il veut s'adapter à son temps. De plus, c'est ça. Voilà. Et pour pas que les gens aient peur, ils ont bien dit non mais il y aura la voiture comme d'hab avec plein de gadgets, tout ça. Voilà, ne vous inquiétez pas, ce sera comme une Aston Martin. Pour notre quatrième news du coup de la semaine, on part sur du très lourd avec le retour inattendu de l'année, James Gunn. Après avoir signé chez DC où il mettra en scène le deuxième Suicide Squad, Marvel a finalement décidé de réengager le réalisateur pour mettre en scène les troisièmes aventures des Gardiens de la Galaxie. Pour rappel, James Gunn avait été viré en juillet dernier après que des journalistes d'extrême droite américaine aient ressorti d'anciens tweets du réalisateur à l'humour un peu douteux. Alan Horn, le président de Disney, aurait en fait scellé le retour de James Gunn depuis plusieurs mois, puisque Marvel n'a en fait jamais eu l'intention de recruter un autre réalisateur. James Gunn sera donc le premier réalisateur à enchaîner un film DC et un film Marvel. Même si Josh Whedon l'a fait, mais il y avait un petit écart et puis c'était pas aussi proche. Suicide Squad 2 donc sortira en 2021, tandis que les Gardiens de la Galaxie 3 devraient sortir en 2022. J'imagine qu'il doit y avoir des réactions sur le retour de James Gunn. Moi c'est bien. Toi t'es contente, François, je sais que t'es fan de Marvel. Moi j'avais pas trop suivi de base donc. Le problème, c'est ça, t'avais pas suivi le problème, donc pour toi c'était normal qu'il soit pas là? Non, j'avais juste pas suivi. Après, j'ai vu les articles comme quoi il était pas là et qu'il est revenu. J'ai fait ok. Voilà. Il y a même eu les acteurs qui, du coup, à l'époque, avaient dit on va pas jouer, sinon. Et maintenant, ils ont pas dit l'inverse, du coup. Non, ils sont contents. Du coup, ils vont jouer puisque James Gunn est en plus là. Donc, tu vois. On reste chez Marvel qui enchaîne les sujets de discussion. Le studio a dévoilé l'affiche du tant attendu Avengers Endgame et tout aurait pu bien se passer avec ce visuel évoquant celui d'Infinity War. Sauf que voilà, alors que tous les comédiens présents sur le visuel bénéficient de leur nom tout en haut de l'affiche, Danai Gurira est la seule actrice à être présente et à ne pas avoir son nom inscrit. Résultat, un tollé sur le web et plusieurs détournements d'affiches où on retrouve notamment Danai Gurira à la place de tous les acteurs et actrices du film. Marvel n'a pas tardé à réagir en rééditant une nouvelle affiche où Danai Gurira trouve une place entre Karen Gillan et Bradley Cooper. Ouf, un nouveau cataclysme d'éviter. C'est clair que c'est très con de la part de Marvel de ne pas avoir inscrit son nom sur l'affiche dès le début. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... L'affiche me fait très rire. Avec Danai Gurira.
Ah, ça a passé. Tiens, John, tu peux nous remettre l'affiche avec Danai Gurira où il y a qu'elle. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous verrez. On finit du coup cette très large page news par une annonce qui risque de faire grincer quelques dents. Aucun film Netflix ne seront présentés sur la croisette au prochain festival de Cannes. Même si le patron de Netflix, Ted Sarandos, et le délégué général du festival de Cannes, Thierry Frémaux, ont dîné il y a quelques temps ensemble à Los Angeles, les deux hommes aux intérêts divergents ne peuvent pour le moment se mettre d'accord. Quand on sait que Roma aurait dû être à Cannes l'an dernier, il y a de quoi être déçu. Ni The Laundromat de Soderbergh avec Meryl Streep, ni Uncut Games des frères Safdie avec Adam Sandler ne seront donc au programme de ce 72e festival. Ce ne sera aussi pas le cas du prochain Scorsese, The Irishman, même si dans tous les cas, celui-ci n'aurait pas pu être présenté, la post-production du film prenant beaucoup plus de temps que prévu, parce qu'en fait, ils doivent rajeunir aussi Robert De Niro et Al Pacino dans le film, et du coup, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'ils avaient calculé, donc le film ne sera même pas prêt pour Cannes. Frémaux va donc tenter de se rattraper avec le nouveau Tarantino. D'ailleurs, c'est sorti encore aujourd'hui. Ils ont confirmé que normalement, il devrait être à Cannes pile 25 ans après Pulp Fiction. Ou aussi, on peut penser au prochain film de James Gray, Ad Astra, avec Brad Pitt, dont je suis quasi sûr qu'il sera au programme de ce festival. Tant James Gray est là tous les ans. Il a une carte d'abonné. Des réactions autour de la table sur... les désaccords toujours qui durent entre Netflix et Cannes. C'est pas étonnant, hein. Vu tous les problèmes que ça engendre chaque année à chaque fois. Ouais, mais il y a une raison particulière ou c'est juste une guerre C'est une guerre. C'est beaucoup aussi les exploitants, parce que tu sais, en France, il faut que les films passent en salle et du coup ça râle un peu. D'accord. Moi, je me suis lassée. Tu t'es lassée de cette guerre, ça y est. Qu'importe. Très bien. Il est maintenant temps d'ouvrir notre partie débat de la semaine. Au programme de la soirée, Mon bébé, Ma vie avec John F. Donovan, Triple Frontière et depuis Mediapart. Ce soir, on débute avec le retour de la réalisatrice de LOL, Lisa Azuelos, pour Mon bébé. Comédie dramatique primée par 2 fois au dernier festival de l'Alpe d'Huez. Bande-annonce. Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire? Je me fais des souvenirs. Pourquoi? Pour quand tu seras partie. Tu sais qu'elle est acceptée, ta sœur. Où? Bah, au Canada. Ah cool, c'est bien. Non mais elle va te manquer, hein, crois pas. Hein. Maman, arrête de filmer. Et moi, pourquoi tu me filmes pas? Oh, la fatigue. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait 2 à la maison. Là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation, quoi. Non, t'en avais rien à foutre de moi, en fait. Oh, tu m'emmerdes! Oh, mais l'ingratitude! Salut! Nous, on est là pour tout. Vous voulez de l'aide pour la fumette ou comment ça se passe? Non, tu sors pas, chérie. Bonne nuit. T'es irresponsable! Je suis affolée, là! Je vais m'inscrire à Tinder. Et t'es totalement folle. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Héloïse. Il m'attend là-bas. Te retourne pas! T'es beaucoup trop belle pour ça. Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec. Ça, c'est parce que tu nous aimes trop, tu vois. Ça prend de la place. Allez, on va danser! Combien de fois je vais te le dire? Barre-toi! Tu sais, c'est pas facile hein, pour moi de te quitter, maman. De quitter mon frère, ma soeur, ma vie, mes amis. Il va dormir ici. Ah bon, d'accord. Bah, bonne nuit, les enfants. Enfin, les grands, hein. Maman, c'est mon rêve. Oui, et bah écoute, moi, mon rêve, tu vois, c'était d'épouser Georges Clooney et ça se fera pas. Du coup, Mon bébé de Lisa Azuelos. Héloïse est mère de 3 enfants. Jade, sa petite dernière, vient d'avoir 18 ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d'une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprentis cinéastes avec son iPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent. Donc Mon bébé avec Sandrine Kiberlin dans le rôle d'Héloïse et Thaïs Alessandra, la fille de Lisa Azuelos, dans le rôle de Jade, la fille de Sandrine Kiberlin. Du coup, Vincent, tu vas commencer sur Mon bébé, c'est ça? Ouais, bah alors dans l'ensemble, je trouvais ça très moyen, tout simplement, mais pas mauvais, pas bon, c'est juste pas très intéressant parce que ça...
parce que c'est un peu, enfin, le début du film est un peu comme la fin du film, tu vois un peu tout arriver, mais ça se veut réaliste, et je trouve que ça réussit à l'être la plupart du temps, même si je trouve que ceux qui jouent les adolescents jouent pas très bien. Enfin voilà, après ça saoule toujours un peu des ados dans des films, mais j'ai trouvé beaucoup moins choquant que LOL, ce film par exemple, en termes de clichés. D'accord. En termes de clichés, Sandrine Kimberlin est très bien. Ah ouais, je l'ai vraiment trouvé excellente. Le film vaut pour sa prestation, et d'ailleurs elle a eu du coup le prix d'interprétation féminine à l'Alpe d'Huez cette année. C'est ça, moi c'est elle qui fait le film de toute façon. Ouais. Et parce qu'après il y a pas vraiment de gros parti pris dans le film ou d'innovation. Enfin voilà, c'est un bon film de dimanche après-midi, quoi. Voilà. Même pas dimanche soir, lui, c'est dimanche après-midi. Ouais, tu vas te coucher après, c'est ça. Voilà. Laura, sur Mon bébé. Eh bien, moi, normalement, malheureusement, je n'aime pas beaucoup les films français. Et celui-là, J'ai passé celui-là, ça va. Non, mais j'ai bien aimé, en vrai. Enfin, j'ai été impressionnée d'avoir bien aimé. Waouh, impressionnée. Non, mais c'est vrai, je suis là, j'aime un film français. Enfin, j'avais vu LOL, j'avais vu... Mais Sandrine, je la trouve géniale dedans. Elle me fait marrer, moi. Enfin, tout le long, j'ai rigolé. Ah ouais, mais du coup, tu parlais du côté un peu naturel du film, et elle est vraiment très réaliste et tout dans son jeu. On a l'impression qu'elle joue pas, quoi. Enfin, elle est comme ça, on dirait, dans la vraie vie. Enfin, après, je la connais pas, mais j'ai l'impression que... Moi, je la connais un petit peu. Et elle est comme ça. C'est vrai. Bon, après, oui, il y a certains trucs qui bâchent un peu. Les acteurs jeunes, c'est toujours des moments où c'est pas très très juste, mais les très jeunes, par contre, j'ai trouvé qu'ils étaient très bons. Les enfants dans les flashbacks. Ouais, c'est vrai, ça m'a pas gêné. Il y a quelques fois où il y a une perte de mise au point, ça m'a un peu sorti du film parce que je fais c'est flou. Mais il y a eu ça dans des grands films, et pourtant c'était un parti pris. Tu vois. Là, je sais pas si c'était un parti. Je l'ai pas vu. Je sais pas si c'était un parti pris, mais bon, après ça m'a pas gêné plus que ça. J'ai rigolé, j'ai presque pleuré aussi. Ah ouais? J'ai pas pleuré, mais j'ai eu la larme à l'œil. Enfin, ça m'a touché, ça m'a un peu parlé aussi. C'est pour ça que je me suis. Il y a un côté feel good, mais en même temps, c'est vrai qu'à la fin. J'ai réussi à m'identifier en fait, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai bien aimé. Quitter le cocon, tout ça. C'est ça. Au final, j'ai failli partir au Québec comme elle et tout, donc je suis pas aussi proche de ma mère qu'elle l'est, mais. Ouais. Voilà, ça m'a touché. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis en top 1. Toi, Françoise, tu es partie en Angleterre, donc ça n'a rien à voir, mais quand même, est-ce que ça t'a touché? Non, oui, moi j'ai trouvé le film très touchant, et bon, c'est un petit film, hein, mais après. Ah, c'est sûr, comme tu l'as dit, il n'y a pas de folie dans la réalisation. Non, mais tu sais déjà dès la fin comment ça va se finir, mais le film, non, j'ai trouvé plutôt sympa et agréable, touchant, vraiment. Non, c'est printemps du cinéma, tout ça, j'ai bien rentabilisé la place, de place 8 €. Mais non, et puis je trouve qu'en plus, c'est une manière un peu... elle a voulu exorciser Lisa Azuelos, vu que c'était la dernière qui partait aussi. Ça fait écho à sa vie d'elle. Oui, on sent le côté autobiographique du film. Ouais. Et là, au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé ça sympa, les flashbacks aussi, au niveau... Des fois, j'ai eu du mal à savoir où j'étais. C'est ce que j'ai dire. En gros, moi, des fois, je savais pas trop où j'étais. Et tu sais, quand elle est avec Kian Kojandi, là, ce moment, j'étais en mode. Oui, c'est vrai qu'il y a un problème dans le montage parfois. Et puis surtout, il y a un grand problème dans les flashbacks, c'est que les acteurs ne vieillissent pas. Oui, elle a exactement la même tête. Et je crois qu'elle a la même veste aussi. Mais c'est aussi Arnaud Valois, par exemple, c'est le premier qu'elle rencontre. Et lui non plus ne vieillit pas quand on le revoit à l'anniversaire. En fait. Non, après, t'as une manière de vieillir. Enfin, la copine du gars de son ex. Elle est enceinte, du coup ça permet de... Ouais, mais voilà, c'était la seule solution pour faire vieillir ça. Je trouvais que ça marchait vraiment pas, et que les seconds rôles étaient aussi clairement sous-exploités. On a parlé de Kian Kojandi, du coup, Arnaud Valois, et aussi Yvan Attal. Des personnages qui ne servent pas. Petite apparition. Ouais. Mais oui. Bon, après, moi, le film, non, j'ai trouvé sympa. Mignon. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé que il dure 1h20, presque 1h30, je trouvais que c'était un peu long quand même. Je sais pas, il y a un truc dans le rythme ça pêche un peu. Il y a un moment de mou, ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment pas exceptionnel. Vous avez plus aimé, j'ai l'impression.
Vous, c'est votre délire, les pères absents et tout, parce qu'il y en a un autre du côté du Québec. C'est un peu en écho, c'est un film que tu verras en le dimanche écho avec Ma vie avec John F. Donovan. C'est pas ça, mais c'est un film que tu verras le dimanche soir. Non, il y en a qui le regardent le dimanche après-midi, on a dit. Non, mais c'est vrai, c'est un écho à La Boum. Enfin, tu sais, c'est des films que tu vois comme ça. C'est une comédie française feel good, quoi. Enfin. Non, c'est sûr que je préfère voir ce genre de film. Je préfère voir ce genre de film que des trucs comme Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Oui, voilà. À la 2. Ouais, je l'ai pas vu, mais. Moi non plus. Voilà. Mais je pense qu'il faut pas y aller. Non, après le film, non, il est agréable à regarder, il est touchant. Moi aussi, j'ai failli pleurer aussi quand. Enfin voilà, même la scène de fin, quand t'as le parallèle avec la fin. Voilà. C'est mignon. Là, ça fait toujours un truc de laisser sa gamine à l'aéroport, tu sais, c'est. Enfin, je sais pas. Peut-être que le film, moi, je le verrai quand je serai daronne et puis je serai daronne. C'est un mot de daron, ça d'ailleurs. Ouais, voilà. Non, mais écoute, le film est très mignon, très sympa, sensible et touchant. Et peut-être que passer un bon moment, allez le voir, voilà. Peut-être que ça nous touche plus, nous, parce que c'est une relation mère-fille aussi. Oui, voilà, aussi. Voilà, c'est tout. Oui, je sais pas trop, parce qu'il y a aussi le fils, du coup, joué par Victor Belmondo. Tu vois. Ouais, c'est moins le personnage principal, ça c'est sûr. Très bien. Bon. Vous avez quand même globalement aimé. Hein, j'ai bien compris. Moi, bon, moyen. Dans la moyenne. C'était le moins bon film de ce soir, je vous le dis cash. Hein. Du coup, oui, parce que là, on va poursuivre du coup encore une fois avec les pères absents et avec le tant attendu Ma vie avec John F. Donovan, premier film américain du Québécois Xavier Dolan. On s'écoute tout de suite la bande-annonce. We know how things started. He answered one of your fan letters. And then an unlikely correspondence began, etc., etc. Why don't you just back it all the way up to how things started with you and John F. Donovan? I had just turned 11. Kids at school were mocking me for being a new guy. Rupert! Sorry. My mom and I, we were barely speaking anymore. All my dreams had disappeared. The only one that had survived was John. We'll get photo approval, right, Bob? Yeah, and you're getting a pony for Christmas. He, on the other hand, had everything. Fans, fame, love. I'm the luckiest guy in the world. That's the time around which some people started to wonder, was it all a lie? I wrote a letter to John F. Donovan about 5 years ago. It was rather foolish of me to think he would answer, but he did. Now, I'm only 11 years old, but later I'll be like him, and we'll act in movies together. Rupert, you made up that story. I didn't! You lied, and you lied for years. I just didn't say anything! Did you, or did you not, write letters to that kid? Do you have a pen pal? Child pen pal. Do your job. Next. You are never to write to that man again. Do you understand? So why release the letters now? It's been 12 years, and frankly, have things really changed? This is about us, as a society, what we want, what we seek. I mean, what should an artist reveal of himself? And why does it matter to us? I feel like I've done everything wrong. What if I don't belong here? What if I've stolen someone else's place? The question is, how could you have stolen a place that was made just for you? Ma, can I stay here tonight? You can stay here for the rest of your life. Dear Rupert, I cannot think of a more singular friend. No one will understand this friendship until the day you want them to. Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan. Effectivement, comme le dit Damien en ligne, on a tout le film dans la bonne annonce. Donc on va passer du coup au troisième film de la soirée. 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme.
de même que l'impact avec ces lettres qui ont eu sur leur vie respective. Voilà le synopsis court de Ma vie avec John F. Donovan, ou Ma vie avec Kit Harington finalement, puisqu'il joue John F. Donovan. On retrouve aussi Jacob Tremblay, qui joue l'enfant avec qui Kit Harington a une conversation par lettres. Et on a aussi au casting Susan Sarandon, Natalie Portman, Tandy Newton, Kathy Bates et encore plein d'autres. Ben Schneider par exemple, qui joue Jacob Tremblay plus grand. Film qui a été présenté à Toronto, film qui était vraiment attendu, film qui a mis très longtemps à se faire. Et Françoise, tu as l'honneur de débuter sur ce film quand même. La pression est là. J'aime pas commencer. Alors, je sais pas par où commencer, mais... Parle-nous de Dolan, je sais que tu l'aimes bien. Je suis une très grande amatrice de Dolan, j'ai vu tous ses films, c'est un des seuls réalisateurs dont j'ai vu toute la filmographie. Et t'as pas vu toute la filmographie de Béla Tarr? Je suis un peu déçu. Laisse-moi parler. Bon bref, du coup Dolan il m'est cher à mon cœur. Je l'ai découvert quand j'ai commencé le ciné, donc quand je suis rentrée à la fac, j'ai vu un de ses films à Cannes. Enfin bon bref, c'est un acteur que j'aime beaucoup, un réalisateur que j'aime beaucoup. Tu peux dire acteur aussi. Oui, c'est vrai. Du coup, ce film, il a fait beaucoup parler de lui. C'est un film qu'on a attendu parce que c'est son premier casting américain. Ouais. Et donc après, moi j'étais contente d'aller le voir. Moi j'ai pas choisi le bon moment pour aller le voir parce que je sortais du travail, j'étais un peu fatiguée. Mais le rythme est particulier dans ce film parce qu'en fait, on retrouve pas celui qu'il a eu dans Mommy ou dans tous les autres. Mais par contre, on retrouve sa patte de réalisation. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Parce que, esthétiquement, on sent quand même tu sens que c'est lui qui a filmé. Tu vois vraiment les plans, comment c'est fait. Tu as des plans rapprochés. Très gros, des gros plans sur les visages, voilà. Après, des ralentis. Tu retrouves sa patte au niveau des... Le pack starter Xavier Dolan. Tu retrouves un peu sa patte sur les clips, les séquences clips qu'il fait. Moi, c'est des séquences que j'adore parce que... Alors ouais, moi j'émettrais une petite nuance. Moi j'aime beaucoup le fait qu'ils mettent des chansons populaires, ce genre de choses dans les films, parce que je le ferai aussi. Mais il y a des trucs qui fonctionnaient moins bien. Je pense au final où la version de Stand By Me qu'il avait pris, on dirait qu'il a tapé Stand By Me cover sur YouTube. C'est Florence and the Machine, ouais, celle-là je trouve qu'elle marche pas. Elle marche pas. Elle est vraiment bien. Mais elle marche pas. Bon, bref, laisse-moi parler. Oui. Du coup, c'est un film qui m'a touchée. Parce qu'il est quand même sensible, parce qu'il met en scène une relation mère-fils de deux façons différentes. Ouais. Dans les années 90, tout ça. Donc non, dans les années 2000 en fait. Ah oui, pardon. Mais parce que c'est toute la playlist qui est des années 90, c'est pour ça, c'est trompeur. Et du coup... c'est un film qui est touchant et on reconnaît bien la patte. Après, au niveau des acteurs, il y a rien à dire. Il y a Natalie Portman, Kit Harington est un très bon. Il est un très bon acteur. J'étais très contente de le retrouver avant Game of Thrones. On est excité par le retour de Game of Thrones. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Calmez-vous là, c'est bon. Game of Thrones. Voilà. Vous irez sur une autre émission parler de Game of Thrones si vous voulez. Avec Jon Snow. Hein? Ouais, ma vie avec Jon Snow. Non, mais personnellement, j'ai trouvé Jacob Tremblay meilleur que Kit Harington. C'est vrai. Plus convaincant. Après, moi, ce gamin, par contre, le gamin, il m'a énervé par moments. Moi, je l'ai adoré. J'avais envie de le gifler. Je le trouvais tellement. Ah bah ouais, il a fait une performance de ouf. Par contre, mais justement, c'est parce qu'il est trop bon. D'accord. Il a trop de talent. En fait, c'est ça, t'aimerais ça à sa place. Tu sais, c'est la scène du début quand il est au café et tout. Il est là, moi je veux ça, comme ça. Et puis t'as envie de le prendre, mais tu dis tais-toi, tu vois. Et en fait, il est bon. C'est parce que justement, il est bon. Et quand il s'excite devant la télé, moi j'avais l'impression de retrouver moi quand j'étais devant les Totally Spies ou quoi, j'étais en mode arrête. Enfin, c'est. Je me suis dit pareil. Voilà, il est doué, tous les acteurs sont doués. Le film est bon. Il est bon. C'est pas Mommy. Mais ça y ressemble. Non, Mommy restera son chef-d'œuvre, je pense. Mommy, ce sera toujours. Moi, j'ai beaucoup aimé son premier film. Ça reste. J'ai tué ma mère. Mais il a une manière de raconter les histoires familiales, mère-fils. Enfin, c'est. En tout cas, c'est ce qui jonche toute sa filmographie. Voilà. Il parle de ce qu'il sait en fait. Dolan, il a une manière de parler de ce qu'il connaît, je trouve. Même s'il paraît un peu arrogant, même si le caractère, le personnage. Voilà. Si, oui, c'est vrai qu'il est un peu critiqué pour ça. Il a une manière d'être aussi, oui, voilà. Oui. Mais moi, c'est quelqu'un qui me touche et je suis contente de voir tout le parcours qu'il fait. Alors,
Voilà. Je trouve que effectivement, il y a quelque chose qu'il arrive à voir quand il filme ses visages et tout, les visages des acteurs, les regards, c'est vraiment très beau. Ouais. Et puis cette fois-ci, par exemple, contrairement à Mon bébé, le mélange de temporalité fonctionne beaucoup mieux. Ouais, on le sent, il y a un travail qui est fait dans les décors, dans les accessoires, ne serait-ce que la coupe de cheveux du frère de Kit Harington, par exemple, qui fait tellement début des années 2000. Donc il y a tout ça dans les détails, ça fonctionne bien. Par contre, la coupe de cheveux de Nathalie Portman, on en parle ou pas? Ah mais tout le temps. Elles sont toutes comme ça. Hein. Mais pourquoi? Mais c'est un truc des années... Enfin, je sais pas. Arrête de dire années 90, ça se passe dans les années 2000. Mais après là, c'est pour faire. Il y a aussi un parallèle au niveau de la coupe de cheveux. Est-ce que tu as vu Les Amours imaginaires? Oui. L'actrice, pareil, même coupe. J'arrive pas à c'est vrai. Elle a la frange, comme ça. Ouais, mais là c'est une frange, je sais pas. Mommy, c'est pareil. Bon, on va arrêter de parler de coupe de cheveux. Laura, je vais partir sur ça alors. Ma vie avec John F. Donovan. Oui, mais c'est vrai que celle-là ça marchait. Bon, moi je suis pas une hyper grande fan de Dolan, j'apprécie, mais c'est plus ma copine qui est vraiment fan. Et elle a bien aimé le film du coup. Non, mais moi j'ai bien aimé. J'avais peur qu'avec un grand casting comme ça, et comme tu as dit, film américain, ça soit moins dans l'intimité de Dolan. Il y ait moins de moments, comme tu disais, les moments clips ou le moment où, par exemple, dans la baignoire. Ça, c'est vraiment un moment typique Dolan, dans la baignoire. Ça me fait penser à celui dans Juste la fin du monde avec Léa Seydoux et Nathalie justement, Baye. Celui-là, il m'a pas touché par rapport à... Pourtant, gros casting. J'ai choisi le mauvais exemple. Oui, voilà. C'est le seul. Voilà, les acteurs sont bien dirigés. Juste, il y a un problème aussi avec la journaliste qui change d'avis un peu trop facilement, je trouve. Alors, je trouvais au contraire que il y avait quand même une progression. J'avais peur j'ai pas trouvé son discours dans le panneau. Convaincant. En fait, le moment où elle change d'avis est trop exagéré, je trouve. Peut-être. En plus, le clin d'œil. Voilà, c'est ça, le clin d'œil, j'ai trouvé ça. Le clin d'œil, c'est trop. Elle change de mood comme ça, qu'elle sorte qu'elle change la cassette et tout, et qu'elle sorte son carnet, c'est vrai que ça aurait été suffisant. Allez, on y va. Ouais, je sais pas, j'ai pas. Voilà, t'as rien d'autre à dire sur qu'est-ce que j'ai dit, avec John F. Donovan. Ouais, non, on retrouve la signature de Dolan. Il y a pas de, même si c'est co-écrit avec celui qui joue justement, je crois, Rupert, non? Il me semblait que j'avais vu ça. Oui. Celui qui joue Rupert. Jacob quelque chose. Jacob Tremblay. Le petit. Non, le grand. Non, Ben Schneider. Ben Schneider, c'est le grand. Moi aussi, j'ai cru que c'était le gamin qui avait il me semble avoir vu le même avec nom. Dolan, mais c'est Jacob quelque chose. Vous êtes sûr? Bon, on peut peut-être aller vérifier. Ouais, faudrait vérifier. Mais ok. Après voilà, même si le personnage principal c'est un acteur de télé. Ça fonctionnait très bien, je trouve. Oui, mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça marche pour tout le monde. Parce que, en gros, il a besoin de plaire, même si c'est pour renoncer à ses convictions, ça marche avec tout le monde. C'est pas parce que c'est un acteur télé que. Oui, non, mais je veux dire, même même on aurait voulu en voir plus de cette série qui fait un peu Buffy contre les vampires. Avec des pouvoirs, charme un peu aussi. Typiquement, voilà, le début des années 2000. Même la typo du générique fait un peu penser à Friends. Moi, j'ai trouvé. J'ai pas fait gaffe. Du début, ouais. Alors, scénario, non, c'est pas Jacob Tremblay, c'est Jacob Tierney qui est voilà, c'est pour ça j'ai cru mais que oui, c'était le même. pas le gamin. Et bah oui, mais faut se renseigner. Hein. Voilà. Et je trouve ça bien aussi parce que ça fait. Parce que Kit Harington, c'est quand même un acteur de télé, on va dire, c'est une série, quoi. Et du coup, je trouvais que ça faisait un peu écho aussi à sa vie. Ouais, mais Xavier Dolan disait en interview qu'au contraire, il l'a pris. Pas du tout pour ça, parce qu'il voulait pas du tout faire ce truc-là. Donc, je pense qu'il a fantasmé en regardant Game of Thrones. Du coup, il s'est dit je le veux dans mon film. Ils sont très bien entendus. Il l'a quand même mis à poil dans une baignoire. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Tu ne sais rien, j'en ai. Vincent, cadre-moi tout ça là, parce que. Ouais, moi je pense que j'ai un peu moins aimé que vous tous du coup. Mais alors moi j'ai pas encore dit mes points négatifs aussi, hein, tu vois. Bon alors dans l'ensemble la réalisation, c'est très propre. Tu sens qu'il sait ce qu'il fait, qu'il a trouvé son truc à lui. Et de toute façon, on l'a dit quoi. Aucune critique là-dessus. Après, moi je trouve que la BO est reprochable. Par contre, moi quand il y a eu Adele, ça m'a fait vraiment bizarre parce que c'est dès le début. Je suis désolé pour ce que je veux dire, mais c'est trop mainstream. Voilà, c'est ça, puis Stand By Me, puis Bittersweet Symphony, pour moi c'était trop connu. Je sais pas, ça marche pas. Justement, il a une patte comme ça. Mommy, c'est pareil, il a foutu du Céline Dion à un moment. Enfin. Ouais, non. D'ailleurs, tout le monde parle de Céline Dion, mais dans Mommy, la meilleure scène, c'est Blue Dadoudi Dadouda de FL65. Ah oui, aussi, ouais.
Et même dans Juste la fin du monde aussi, t'as Dragostea Dintaj. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on reproche souvent à Xavier Dolan, c'est l'usage des chansons comme ça. Après, moi perso, ça va. Mais moi, ça me l'a fait vraiment que là, c'était trop. Ouais, c'est ça. Là, c'était vraiment trop. Je suis d'accord quand même. Ensuite, c'est que j'étais pas tout le temps intéressé par le film parce que je sais pas, il y avait des moments un peu à plat et des moments très touchants et des moments même quand la mère poursuit son fils, c'est un peu voilà, elle va la rattraper quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve la partie de Kit Harington moins intéressante et moins bonne que celle de Jacob Tremblay. Je suis d'accord, la plupart du temps je suis d'accord, mais justement c'est la course poursuite. C'est irrégulier quoi, ça fait des montagnes russes un peu. Il y a des fois où tu dis ah ça c'était bien et puis d'un coup il y a une scène qui sert un peu à rien et enfin pour moi qui sert un peu à rien. Genre, alors je sais pas, c'est peut-être que c'est des sujets justement qui lui sont trop personnels à lui et du coup que moi ça m'a beaucoup moins atteint. Après sinon la performance des acteurs, j'ai beaucoup aimé Susan Sarandon moi en tant que mère, je l'ai trouvée très bien. Elle me fait penser à ma mère en exagéré en fait. Et ouais voilà, donc du coup c'est ça dans l'ensemble, c'était sympa mais pas brillant quoi. Nathalie Portman, je l'ai pas trouvé ouf non plus. Ouais, moi non plus. Je suis assez mieux fait quoi. Ouais. Moi elle était là pour être. Elle était juste mais elle était pas Je pense que je vois tes scènes qui servent un peu à rien et à mon avis c'est parce qu'il doit en manquer beaucoup des scènes. Moi je pense qu'il mériterait déjà de durer plus longtemps. Il dure 2 heures quand même déjà. Ouais, mais je sais pas, je suis pas assez attaché au personnage, notamment celui de Kit Harington. Et puis bien sûr, il y a ces fameuses 30 minutes de scènes avec Jessica Chastain qui ne sont pas dans le film. Alors lui, il trouvait que ça rentrait pas dans, ça marchait pas avec son montage, donc il les a jartés. Mais c'est vrai que peut-être que ça aurait apporté un peu plus de profondeur. Après, bon, j'ai été, je sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi, mais il cite vraiment explicitement, quasi explicitement, un de mes films favoris dans le film, donc Magnola et tout le cinéma de Paul Thomas Anderson, et ça atteint son apothéose dans une scène de 15-20 minutes où il est au milieu du film, où à partir du moment où Jacob Tremblay du coup va montrer les lettres à l'école, va montrer les lettres qu'il a reçues de Kit Harington. Et ça se poursuit pendant 15 minutes et c'est une scène avec beaucoup de choses différentes, vraiment dantesques, et j'ai trouvé vraiment belle. Et puis il y a la musique de Magnola, du coup il l'utilise carrément, en tout cas il réutilise certains passages et on sent que tout le film il est influencé par ça. En fait c'est Ma vie avec Paul Thomas Anderson, ce film. Et d'ailleurs dans le générique il remercie à la fin Paul Thomas Anderson. Pas compris pourquoi, donc moi c'était évident. Après pendant le film je me suis dit mais c'est tellement ça, avec l'enfant qui est hyper intelligent. Dans Magnola il y avait aussi ça avec ça de Xavier Dolan, pardon. Ouais, chapitre 2, oui. Et puis surtout par exemple l'interview, une journaliste noire qui interviewe un gars blanc, il y avait pareil dans Magnola avec une journaliste noire qui interviewait Tom Cruise, donc là tu vois ça je me rappelle bien. Tom Cruise. Bah oui. Donc il y a des belles choses, mais après c'est vrai que c'est un peu brouillon par moment. Et puis le final, moi j'ai trouvé le final un peu bizarre. Avec la dernière scène, j'ai trouvé que c'était trop abrupt. Voilà, vous l'avez oublié. Avec The Verb d'ailleurs. Non, faut pas le dire, mais il y a une petite référence à My Own Private Idaho d'ailleurs à la fin. Je pense que Raphaël. Non, mais je pense que Raphaël a dû aimer parce que c'est un de ses films favoris aussi. Mais non, mais la fin elle est un peu abrupte, je trouve. Bon, voilà. Mince. Mais après, moi je trouve que c'est un film aussi qui pose beaucoup de questions. Je sais pas quelle caméra on a. Je viens de faire des signes, mais ça marche pas non plus. C'est vroom vroom à mobilette. Ça se finit comme ça, non? Oui. Voilà. Oui. Bon. Avec le. Je sais pas si elle refait un clin d'œil, mais. Elle aurait pu, tu vois. Mais bon, c'était un peu trop, oui. Quand vous êtes sortis du cinéma, vous avez pas eu genre. Il manque des trucs. Ouais, il manque des choses. On a envie de savoir plus de choses en fait. Il pose des questions. Enfin, moi, mais c'est peut-être fait exprès aussi. Pour que ça nous reste un peu genre. Mais pourquoi est-ce que. Parce que si ça se trouve, cette histoire de lettre, tu sais même pas si c'est Donovan qui lui a envoyé au gamin. Moi, je me suis posé cette question. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est le père ou si ça se trouve, c'est la mère qui les a écrites. Je me suis pas dit, elle m'a dit toute sa théorie. Mais moi, tout à l'heure, ce film, il me pose plein de théories. J'ai envie d'y croire, Françoise. J'ai envie d'y croire, mais on va passer à autre chose. Vrai, tu sais, genre, on peut, c'est vrai. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est la question ouverte, en fait. Vas-y, Vincent, pour finir. Que Dolan avait petit écrit des lettres à DiCaprio. Oui, à DiCaprio, il lui a jamais répondu. Donc, c'est fantasmé peut-être par rapport à ça. Ça m'étonne pas, tu vois. Moi aussi, j'aimerais bien envoyer des lettres tous les 3 jours à DiCaprio.
elle était mieux jeune. La transition de ce soir va pas te plaire du coup, Vincent, puisque quand on voit les films de Xavier Dolan, on connaît que l'amour que le cinéaste québécois pour les chansons populaires, certains aiment tandis que d'autres détestent. Lui, par exemple, là, Vincent. Mais pas dans le film. Oui, mais pas dans le film. Je fais plutôt partie de la première catégorie du coup, et pour notre première pause musicale, on va s'écouter Rolling in the Deep d'Adele, qui hante l'excellent générique d'ouverture pour moi de Ma vie avec John F. Donovan. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rotten in the deep. You have my heart and soul. And you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rotten in the deep. You have my heart and soul. And you played it to the beat. Could have had it all. Rotten in the deep. You have my heart inside of your head, but you played it with a beating. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasured gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. It all. We could have had it all. Rotten in the deep. You have my heart inside of your head. You played it to the beat. Could have had it all. Rotten in the deep. You have my heart inside of your head. But you played it to the beat. Pour notre troisième film de la semaine, on part dans la jungle pour un film casse-gueule, un film de casse-gueule, voilà, qui est passé des mains de Catherine Bigelow à celle de J.C. Chandor pour Netflix. Le film en question, c'est Triple Frontière. Voici donc la bande-annonce. First things first. Any man here that wants to walk away can do so knowing they're the best of us. But it's gotta be now. There is no ground support. The injuries we sustained, we're walking out with.
Make no mistake about it. You guys need to own the fact that we do not have the flag on our shoulders. You cannot go back to your normal life after tonight. Everything we've done for the last 17 years, with nothing to show for it. You've been shot 5 times for your country, and you can't even afford to Send your kids to college. If we had accomplished half the things that we've accomplished in any other profession, we'd be set for life. I'm your masters of war. The question is, do we finally get to use our skills for our own benefit? We're gonna get Gabriel Martin Larrea. He's got over $75 million in cash. If we're not gone forever after you make your move, we are dead. We need to hunt quickly. You cannot think they will find us. It's always a little harder than you think it's gonna be. We don't leave nonsense like that. This is not what I signed up for. A lot of people are gonna come after you. So we go through. Il n'y a pas que l'argent de L'Oréal, il y a plein d'autres gens qui vont en avoir après vous. Tu nous as menti. Ça sera pareil dans toutes les villes. Y a pas 36 solutions. C'est toujours un peu plus compliqué que prévu au final. On peut plus faire marche arrière. Tu traces ici, on va tous y rester. Larguez le filet! Triple frontière de J.C. Chandor, film Netflix sorti mercredi dernier. D'anciens soldats des forces spéciales peinant à joindre les deux bouts se réunissent pour préparer un coup risqué, piller un baron de la drogue sud-américain. Donc un film 5 étoiles. Les 5 étoiles en question sont Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal et Gareth Edlund. Un casting 5 étoiles, donc pas un film 5 étoiles, un casting 5 étoiles. Non, si, c'est un film 5 étoiles aussi. Allez, vas-y Vincent, montre-moi que c'est pas un film 5 étoiles du coup. Alors pour moi, c'était un film... Affect, abject. Non, c'était pas abject, mais c'était... On pouvait pas faire plus américain que ça. Genre c'était, c'était des guns et un braquage qui tourne mal et enfin il y a tout qui est prévisible. C'est tiens, on a un plan. Je suis sûr ça va trop bien se passer. T'as pas compris le film. Bah, peut-être que j'ai pas compris le film, mais en attendant vraiment rien à comprendre. Non, c'était pour moi c'était du vu et revu. Et il y avait rien d'innovant. Il y avait rien d'innovant. Il y avait même des. C'est ce que j'ai marqué. Rien d'innovant. Rien d'innovant. Bah voilà. Comme ça on est d'accord. Il y a même les trucs qui pouvaient être marrants sont un peu mal amenés, genre le côté du, j'ai oublié le nom de l'acteur, du personnage qui compte tout. Charlie Hunnam. Voilà. Ouais. Au moment le grand frère. Au moment où ils disent ça la première fois, je dis mais ça sert à rien qu'ils aient dit ça, ils vont l'utiliser autre part. Bah oui. Et voilà. Mais c'était trop évident. Et c'est le seul, et pourtant c'est le seul truc que j'ai bien aimé vers la fin. Je me suis dit ah ok ça c'est pas mal. Mais sinon je sais pas, en 8 minutes ils transportent 3 tonnes. En 8 minutes 3 tonnes ils ont fait avec leurs bras. Ils devaient monter 2 étages. Voilà, ça me paraissait totalement improbable. Bah attends, il y a Batman dedans. C'est vrai qui a l'air d'avoir un peu grossi. C'est ça. Et il y a Oberyn aussi. Ah mais oui. Putain, ça y est, ça commence. Game of Thrones par-ci, Game of Thrones par-là. Viking aussi. Mais là, je sais pas. Annonce, hein. Tu sais pas quoi dire de plus. Si, en fait, c'était des colères et des réconciliations qui allaient trop vite. C'était vraiment du plat, mais avec de l'action pour moi. Voilà. Plat, ouais. Et j'ai noté comme phrase. Rappelle à sa femme et ses enfants qui il était. Je ne dirais pas de qui ça parle, mais ça m'a un peu choqué parce que c'est la pire des personnes. Je suis d'accord. Voilà. Un gros bâtard. C'est pas la pire des personnes. Pourquoi vous dites ça? Non, c'est pas la pire, mais c'est un avis d'impulsif quoi. Très mauvais choix. Voilà. Laura. Je te rejoins sur surtout non, sur l'entièreté. Non, que oui, il y avait rien d'innovant parce que c'est déjà vu, que tout est suggéré. Les plans, ils nous disent regarde, ça va se passer par là.
regarde, tu as vu là? Est-ce que tu as bien vu? Attends, je te remontre. T'es sûr que... Enfin voilà, c'est vraiment, on sait un peu ce qui va se passer à l'avance. Moi j'ai été touchée juste au seul moment, le seul moment où j'ai été touchée, c'est quand Lan meurt. J'ai fait non, C'est vrai. J'étais trop. Moi aussi, c'est vraiment Lan qui meurt. Je m'y attends. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'étais là, mais non, pourquoi ils ont fait ça? L'autre il rigole en plus. Enfin, bref. Qu'est-ce que. Non, ben oui, gros casting, mais enfin, il y a pas d'exploit d'acting, quoi. Enfin. Oui, Voilà, pour ça, je suis globalement d'accord et je trouve que Oscar Isaac, il est pas. Il est bien, mais Oui, sans plus, parce que c'est lui l'acteur principal du film. Ils sont justes, finalement. mais après, c'est pas non plus. Voilà. Et bon, après, les scènes d'action, j'ai bien aimé, comment dire. Ça change de. Ça pète partout et. Enfin, ça pète, il y a des moments où. Mais c'est plus silencieux en fait. Ça nous met peut-être un peu plus dans la tension. C'est quand même des anciens de l'armée, ils sont organisés, donc c'est rapide et efficace, on va dire. C'est pas genre. Fast and Furious. Fast and Furious, voilà. Et qu'est-ce que. Non, c'est tout. Hein, J'ai le droit de défendre ce film maintenant, c'est ça? Allez, vas-y. Alors bon, je vais pas commencer en le défendant finalement. Non, je vais dire les trucs qui vont pas. C'est vrai que j'ai trouvé que les 15 premières minutes étaient un peu laborieuses et que le final était un peu abrupt. Mais sinon, j'ai vraiment trouvé ça, tu vois, c'était un film un peu maudit et je trouve que il arrive à s'en sortir admirablement. J.C. Chandor, que j'avais adoré son premier film, Morgan Call, même si les acteurs, voilà, ils sont bons sans plus, je trouve que chacun représente une facette finalement de ces soldats après-guerre, un peu revanchards. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant finalement ce discours sur la cupidité de ces hommes, les voir partir en fait, parce que avec tout, parce que du coup c'est un braquage qui après se transforme en film un survival finalement, un film un peu d'aventure limite, et les voir partir avec tout et finalement arriver peut-être avec rien, c'est assez jouissif. J'ai trouvé que ça restait du coup un excellent casting, et puis surtout que c'est un coup de force plastiquement parlant. Hein, on critique souvent Netflix pour la qualité un peu cinématographique de ses films, et j'ai trouvé que là c'était vraiment tout le contraire. C'est hyper beau, c'est grandiose, les décors ils sont remarquablement utilisés. J'ai eu l'impression d'être parfois face à l'IMAX carrément. Ils ont tourné sur place, enfin, je pense en tout cas ils ont dû tourner en décor réel. Et je m'attendais pas du tout à voir ce film, tu vois, basculer dans quelque chose d'autre, puisque le braquage finalement qui est teasé un peu arrive assez tôt, et parce que le film c'est pas là c'est pas le propos du film de parler d'un braquage qui réussit, contrairement à la plupart des films de casse contemporains, et du coup on parlait de Fast and Furious, on faisait ce petit lien, et c'est vraiment le contraire, parce que ça part de là finalement pour partir sur complètement autre chose, et j'ai trouvé que c'était assez bien fait, bien écrit. Moi j'étais très surpris, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, voilà. Ouais, mais en fait, moi je trouve que ça part sur autre chose, mais c'est encore autre chose de pas trop intéressant. Genre, on a tellement d'argent qu'on n'arrive plus à faire voler l'hélico. Pour moi, c'était. Alors c'est possible, ça. Ils sont trop lourds, et du coup, comme ils sont cupides, ils en arrivent. Au lieu de se dire, on va réussir et on va garder juste un peu moins, et ils veulent, non, on va tout garder, et ils perdent tout finalement, tu vois. Non, moi j'ai trouvé que c'était. C'est un peu con dit comme ça, mais c'est hyper bien fait. Il y a un personnage qu'on voit pas et qui est très intéressant, c'est le karma. Moi j'ai bien aimé le karma. Bon, ça divise vachement sur Triple Frontière. On va pas s'éterniser là-dessus. En tout cas, vous pouvez le retrouver sur Netflix si vous voulez le voir. J'ai essayé de le défendre tant bien que mal. Et on va passer du coup. C'est un film du dimanche après-midi. un peu aussi. Bon, on va passer à un film qui est pas du dimanche après-midi et qui est du dimanche tout court, de rien du tout pour vous, puisque vous l'avez pas vu. Il n'y a que moi qui l'ai vu. Depuis Mediapart, documentaire de Naruna Kaplan des Macedo, et on s'écoute du coup la bande-annonce. J'ai filmé la rédaction du journal Mediapart de mai 2016 à mai 2017. L'année où le Parti socialiste s'est autodissous, l'année où Fillon a été mis en examen, et l'année où le Front National est arrivé au deuxième tour de l'élection française sans que cela ne choque plus personne. C'est pas parce que les gens vont voter que leur rapport au vote ne change pas. Donc ils peuvent continuer à aller voter tout en ayant une déception permanente.
Durablement, ça ne peut pas fonctionner. Comme vous le savez sans doute, je travaille sur les histoires là, de soupçons de détournement au groupe UMP du Sénat. Je voulais vous en parler parce que je vois votre nom dans ces listes. Moi, je me considère absolument pas ni comme révolutionnaire ni comme subversif. Ce qui est subversif, c'est être ministre du budget et avoir un compte en Suisse. Ce qui est subversif, c'est être journaliste, les avoir en face de soi et ne pas leur poser la question. Vous avez déclaré avoir embauché votre femme à l'Assemblée nationale à partir de 1997. Est-ce que vous avez menti? Vous êtes de Mediapart, c'est ça? Voilà. Dès le début, c'est ça qui m'attire. Un collectif hétérogène qui assume ses différences, ses doutes, ses disputes même parfois, parce qu'il est fondé sur une véritable amitié politique. Il y a quand même 7 millions de personnes qui ont voté pour le FN. S'il y a un truc énorme qui arrive sur Macron, qu'est-ce qu'on fait? Mais évidemment, ils le prennent. Je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Depuis quand une élection est la fin de l'espérance? C'est un bon titre, hein. Depuis quand on est déçu par une élection? Depuis Mediapart de Naruna Kaplan des Macedo avec Edoui Plenel et Emmanuel Macron dans leur meilleur rôle. Donc en installant sa caméra au cœur des locaux de la rédaction du journal en ligne Mediapart avant, pendant et après l'élection présidentielle française de 2017, Naruna Kaplan des Macedo a pu suivre le quotidien de celles et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme l'affaire Baupin, les Football Leaks, les financements libyens, le film nous donne à voir comme jamais les coulisses d'un certain journalisme d'investigation. Donc comme j'ai été le seul à le voir, je vais vous en parler rapidement. J'ai trouvé que c'était un film plutôt sympa d'être au cœur aussi de cette rédaction. Après, ça n'a rien de fou. C'était intéressant de passer d'un sujet à l'autre, du coup des Football Leaks à l'affaire Baupin par exemple. C'était par contre négativement, c'était pas intéressant de passer d'un sujet à l'autre. Non, parce qu'on aimerait parfois être plus au cœur des sujets, même si là encore une fois c'était pas le cœur du propos, puisque c'était surtout rester dans la rédaction. J'ai trouvé ça dommage que le film ne s'arrête pas là où il aurait dû s'arrêter. Il y a vraiment un moment à la fin, les larmes d'Edoui Plenel, j'ai trouvé ça particulièrement touchant et je trouve que ça aurait dû être c'est vrai, comme tu as vu le film, hein. Non, le film aurait dû s'arrêter ici, et c'est dommage que la cinéaste l'ait pas fait. Sinon le film permet aussi aux journalistes, finalement on voit les journalistes d'une autre façon, et eux ils se dévoilent peu à peu parce que je pense qu'ils sentent plus que la caméra est là, et parfois il y a des petites critiques vis-à-vis des politiques comme ça. Ils en méprisent certains, ils en louent d'autres, bon pas beaucoup, et c'est plutôt marrant aussi à voir. Et puis voilà, non, c'était un film assez sympathique et un bon documentaire, voilà, sans plus. Très bien. John m'a posé une question, c'est mieux. Alors, est-ce mieux que la qualité de la bande-annonce ou de la voix off? Alors, la voix off, c'est vrai que c'était pas terrible, de Naruna Kaplan de Macedo, et puis la bande-annonce, elle reflète un peu le film, finalement, qui est un peu, c'est pas fou. C'est sympa, mais c'est pas fou. Très bien. J'ai l'impression de parler tout seul, de faire une autre émission. Ça y est, vous êtes toujours là? On est d'accord. Vous êtes d'accord? Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer au top? Eh ben, oui. Alors on passe au top. Alors on fait le tour de la table pour le top 1 de chaque chroniqueur cette semaine. Vincent? Ma vie avec John F. Donovan. De Xavier Dolan, ouais. T'as pas vu d'autres films ou quoi? Non. Non, j'ai vu des courts-métrages, mais ça compte pas. Laura? Moi j'ai mis Mon bébé. Mon bébé premier. Toi, Françoise? Dolan aussi. Ouais, t'as vu d'autres films? T'as vu Captain Marvel? Ouais, j'ai vu Captain Marvel. Bon, vas-y, dis en 2 mots, même si on en a parlé la semaine dernière. J'attends Avengers Infinity Endgame. Pardon. T'as adoré? Ouais, j'ai bien aimé. Ok, je croyais que c'était ironique du coup. J'ai adoré. Non, franchement, non, j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé et tout. J'attends le dernier maintenant. Ok. Et bah moi je vais pas vous surprendre puisque mon top 1 c'est Triple Frontier, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Donc le top 3 de l'équipe, 3ème Triple Frontier de JC Chandor, 2ème Mon bébé de Lisa Azuelos, et 1er Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan. Il est maintenant 20h04 et c'est l'heure de Divine présentée par Nina ce soir.
Je suis cinéaste, universitaire et réalisatrice. J'ai envie d'être une actrice hors du commun. Somehow, it's important for us women to celebrate women. J'essaye de faire des films comme je les sens au moment où je les sens. Il faut mettre beaucoup plus de gens décisionnaires, que ce soit des femmes. This is what I want. This is what I need. This is what I desire. Divine, celles qui n'ont pas demandé la permission. Une chronique des anémones. J'aimerais vous présenter celle qu'on ne présente plus, une femme au talent récompensé un très grand nombre de fois, qui soutient la cause féministe, une femme au grand cœur qui sait prendre toutes les apparences. Ce soir, je vais vous parler de Meryl Streep. De son nom complet, Mary-Louise Streep, Meryl Streep est originaire de Summit dans l'état du New Jersey. Elle y est née le 22 juin 1949 d'un père pharmacien et d'une mère artiste. Tout d'abord attirée par une carrière de cantatrice, elle obtient son bachelor en art dramatique au Vassar College, suivi d'un master d'art à Yale School of Drama. C'est dans ces années qu'elle s'essaie comme actrice dans des pièces de Shakespeare. C'est la prestation de Robert De Niro dans Taxi Driver qui l'a profondément marquée au point de se lancer dans une carrière cinématographique. L'industrie du cinéma n'est pas très clémente envers les actrices et Meryl Streep s'est retrouvée confrontée au réalisateur Dino De Laurentiis pendant un casting. Ce dernier a soufflé à son fils en italien qu'il l'a trouvé laide. Pas de chance pour lui, Meryl Streep parle couramment italien et lui répond du tac au tac « Je suis désolée que vous pensiez que je suis trop moche pour votre film, mais vous êtes juste une opinion dans un océan et je m'en vais en trouver une plus clémente. » Elle obtient son premier rôle dans Julia de Fred Zinman en 1977. Cette première expérience reste pour elle un mauvais souvenir, mais sa partenaire dans le film, Jane Fonda, la soutient et la pousse à continuer. Parmi ses apparitions remarquées dans les débuts de sa carrière, il y a le film Manhattan de Woody Allen, Kramer contre Kramer où elle joue une femme qui s'émancipe de son mari, mais surtout Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. C'est Robert De Niro lui-même qui suggère Meryl Streep à Cimino après l'avoir repérée dans La Cerisée. Ce film lui vaudra sa première nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. C'est au début des années 80 qu'elle obtient ses premiers rôles principaux dans La maîtresse du lieutenant français de Karel Reiss ou encore dans Les choix de Sophie d'Alan J. Pakula, rôle qui lui vaut son premier Oscar de la meilleure actrice. Tout au long de sa carrière cinématographique, Meryl Streep a eu l'occasion de croiser les plus grands acteurs comme Jack Nicholson dans La brûlure de Mike Nichols, Robert Redford dans Out of Africa de Sidney Pollack ou encore Clint Eastwood dans l'indémodable Sur la route de Madison. Mais le plus impressionnant reste la large palette de personnages qu'elle a su interpréter et faire vivre. Je pense aux femmes modestes comme Karen Silkwood dans Le mystère Silkwood, à l'autodérision dont elle fait preuve dans La mort vous va si bien, mais aussi aux femmes de pouvoir comme Miranda dans Le diable s'habille en Prada, rédactrice en chef redoutée, ou encore des femmes sombres et austères dans Doute où elle incarne une sœur sévère, et des rôles bien plus rayonnants comme dans Mamma Mia. C'est impressionnant de voir à quel point ses traits se perdent dans ceux des personnages qu'elle incarne. Elle a ce talent de pouvoir disparaître et se métamorphoser lorsqu'elle joue, comme dans La Dame de Fer où elle incarne Margaret Thatcher, femme de pouvoir entourée d'hommes. Plusieurs de ces rôles démontrent des personnalités de femmes fortes et indépendantes qui ont de lourdes responsabilités et qui doivent se frayer un chemin dans un monde presque exclusivement masculin, comme dans Pentagon Papers où son personnage n'est autre que Catherine Graham, directrice du Washington Post, mais aussi son rôle d'Emmeline Pankhurst, militante pour le droit de vote des femmes dans l'Angleterre des années 10. À part ces rôles de femmes fortes, il y a une autre récurrence dans sa filmographie. Je veux, bien entendu, parler de la musique. Si son désir de devenir actrice s'est réalisé, sa formation pour devenir cantatrice n'a pas été mise au placard. Dans de nombreux rôles, Meryl Streep interprète elle-même les chansons. On la retrouve dans des comédies musicales comme l'indémodable Mamma Mia et Into the Woods, aux côtés d'un Johnny Depp plus poilu qu'à son habitude. On l'entend aussi chanter dans Bon baiser d'Hollywood de Mike Nichols, La mort vous va si bien de Romer Zemeckis, Ironweed d'Hector Babenco et dans la scène finale de Voyage au bout de l'enfer. En 1999, elle enseigne et joue du violon dans le rôle de Roberta Guaspari du film La musique de mon cœur de Wes Craven. À 66 ans, Meryl Streep apprend à jouer de la guitare électrique pendant plusieurs mois, parfois auprès de Neil Young, pour le film Ricky and the Flash de Jonathan Demme. Tout au long de sa carrière, Meryl Streep a fait de sa voix l'essence même de son talent, et elle l'utilise depuis près de 50 ans pour faire entendre celle des autres pour la cause des femmes. Il faut ouvrir la porte à davantage de diversité, plus de femmes, plus d'artistes de couleurs et d'origines diverses. C'est possible, il n'existe pas de grand complot hollywoodien consistant à écarter les minorités des leviers de décision. C'est juste une industrie qui comporte une majorité d'hommes blancs, comme dans beaucoup d'autres business. C'est en ces termes qu'elle s'est exprimée sur son désir de changer les comportements dans le milieu du cinéma. C'était l'histoire d'une actrice à la carrière bien trop dense pour être contenue dans une chronique de 5 minutes. C'était l'histoire de la grande Meryl Streep qui n'a pas attendu qu'on lui donne la permission pour faire entendre sa voix et devenir l'actrice la plus respectée et récompensée avec ses 3 Oscars,
Juste derrière, Catherine Hepburn. Vous venez d'écouter Divine, la chronique sur les femmes qui ont marqué le cinéma. Chaque semaine, on vient vous présenter une cinéaste, qu'elle soit réalisatrice, actrice, productrice, scénariste ou encore directrice de la photographie. Car si le cinéma est un monde régi par les hommes, de nombreuses femmes talentueuses n'attendent pas qu'on leur donne la permission pour contribuer au 7e art. Merci Nina pour cette chronique enregistrée du coup. Ce soir, comme je l'ai dit en début d'émission, on accueille Margot, Nils et Clotilde de Paul va au cinéma. Bonsoir. 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 Ça y est, vous commencez à être des réguliers du plateau finalement. On se voit toutes les semaines. Ça va? Vous êtes fatigué? Bah écoute, après un festival, oui, on est un peu fatigué, mais on est aussi heureux de l'avoir fait, du coup. Un peu nostalgique. Ça y est, que ce soit déjà, fini, du coup. Déjà. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Content Ouais, on est plutôt content dans l'ensemble. On a fait pas mal d'entrées. Ouais. On a fait 1700 on a des entrées. chiffres? Ouais, 1700 Plus de 1700. D'accord. Donc sur toutes les séances et tout, c'est ça, sur toutes les personnes qui sont entrées dans les séances, et du coup on est à plusieurs centaines de plus que l'année précédente, du coup on est très très heureux. Ah oui, on a fait des salles combles. C'est ça. Puis on a eu des bons retours, et dont des personnes qui étaient déjà venues l'an dernier, donc on est contents. Du coup vous avez les résultats des différentes compétitions? Ouais. Ah bah donnez-les-nous hein. Allez vas-y. Alors du coup, pour la catégorie fiction, c'est Fiction de Sofiane Lounès qui a eu le prix du jury. Il y a... Surprise. je m'y attendais vraiment pas. Quelle claque. Et Fatal Labial qui a eu le prix du public et le prix The Cinema Show. Ah ouais? Non. D'accord. Mais The Cinema Show avait un prix? Mais quoi? Mais j'étais pas au courant. On m'a pas appelé, moi, on m'a pas invité. Ok. Bon, bah alors j'espère qu'il y en a pas en documentaire, hein, parce que sinon je vais être d'autant plus surpris. Hein. En documentaire, c'est Méduse qui a eu le prix du jury et... Ah ça va, il n'y a pas eu The Cinema Show. Je dis n'importe quoi. Le prix The Cinema Show et le prix du public. Mais quoi? Ah mais on m'a pas appelé. Le Manteau d'Arlequin qui a eu le prix du jury. D'accord. De Simon Caccio. Ok, bon. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait plus de réalisateurs que les années précédentes qui sont venus, non? Oui, pour fiction. Pour les fictions, ouais. Alors ouais, pour les fictions, on a eu pas mal de réalisateurs qui sont venus, alors que cette année, on avait pas mal de gens qui venaient de partout en France, et même de très loin. Et ça a été un petit peu justement un challenge de pouvoir les faire tous venir et tous les loger. Mais au final, ça a réussi. On en a certains qui ont eu la chance de recevoir l'appartement de la personne qui gérait justement la libre cours cette année, vu que notre hôtel n'avait... vu qu'ils sont venus à plusieurs membres de l'équipe, l'hôtel n'avait pas assez de place pour les avoir tous, et du coup on a dû faire comme on pouvait. Ils se sont un peu chauffés. Mais au final ça leur a bien plu justement, donc c'est tout bénef. Bon, c'est bien. Et aussi surprise, la séance qui a fait le plus d'entrées, c'est la expérimentale. On était surpris, parce qu'en c'était final, le vendredi ça? Non, non, c'était le jeudi. Jeudi. Parce que... Le plus d'entrées pour libre cours. Pour libre cours, oui. D'accord. Ouais, en fait, on était surpris parce que c'est une catégorie qui n'a pas vraiment de critères. Du coup, et puis c'est la première année qu'on fait ça, donc on savait pas forcément à quoi s'attendre. À recommencer. Et du coup, tout ce qui se passait à côté, tout ça, les concerts, le casque VR et tout, ça a bien marché aussi? Ouais, plutôt dans l'ensemble. Le concert, c'était vraiment trop bien. Ouais. Ondaya, ils étaient contents. Et nous aussi. Et on a inauguré l'atelier Tab Mashup qui a bien marché. On a eu combien de groupes? Presque 10 groupes qui sont de groupes. C'est quoi ça? De 2-3 personnes. Alors, expliquer, c'est comme ça, c'est pas très parlant, mais en gros, c'est une table où on pose des images qui correspondent à des petites courtes vidéos ou des sons. Et selon comment on monte ces images, ça te fait un petit montage vidéo. C'est pour du coup initier au montage d'une manière un peu organique. Et du coup, c'est très ludique. J'ai tenté, c'était bien. Et voilà, ça a bien tourné. Et donc, justement, la personne qui faisait l'atelier m'a envoyé les vidéos pour qu'on puisse les donner aux groupes qui ont participé. Ah, c'est cool. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas pu aller voir Ondaya en concert, ils seront le 24 au Broc Café. Ok. J'en profite pour en parler parce que c'était vraiment génial, donc n'hésitez vraiment pas. Ok. Et alors Robert Guédigan, comment il allait? Vas-y.
Et écoute, il allait plutôt bien parce que dans une salle qui pourtant était extrêmement chaude parce que le vendredi a été plein soleil avec plusieurs projections et du coup la salle, on a dû essayer d'aérer du mieux qu'on pouvait, mais elle était assez insoutenable. On a une pensée pour les gens en régie et malgré ça, il a tenu une superbe masterclass et ça a plu à beaucoup de monde, donc on est très heureux de l'avoir eu. On a eu aussi du coup Lucille, je vais jamais y arriver, Adzalilovic. Margot, tu le dis super bien. Adzalilovic. Tu t'es entraîné moi quand parce que quand je t'ai vu sur scène, je me suis dit non, elle va se foirer et tout, c'est sorti comme ça. C'est bien, ça monte toujours. Franchement, je vais pas vous le cacher, j'ai eu peur à un moment. L'an dernier ou il y a 2 ans, je me suis dit ça retombe un peu. Non, l'an dernier, je me suis dit j'ai l'impression que ça va retomber un peu. Bah oui, ils étaient là l'an dernier, je leur dis cash, voilà. L'an dernier, en fait, le festival a essayé de s'étendre sur la ville, mais je pense qu'on n'était pas assez mûrs. Il y a eu les histoires de blocus, de neige. En plus, c'est ça. Oui, c'est vrai. La Dame Nature était pas contente. J'étais pas là, c'est pour ça que je rigole. Non, clairement, on n'avait pas toutes les cartes de notre côté, mais cette année, du coup, il a fait beau, il n'y a pas eu de blocage et on était centré sur un seul lieu que tout le monde a pu trouver et c'était fléché de partout, donc on a eu plein de gens. Il n'y avait pas les A0. Il n'y avait pas les A0, elles n'y étaient pas. À l'entrée, de la fac entre la fac de sciences et celle qui est fermée ou non, mais oui, elle a été volée au milieu de la semaine, celle-là. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Putain, dire que nous tous les matins on se levait à 8h pour les mettre dans toute la fac, toutes les entrées et tout. C'est ça. Ok. On a bien harcelé aussi les gens sur les réseaux sociaux. Ouais. Instagram, je crois que j'ai bombardé tout le monde de story Insta. Voilà. Et du coup, vous êtes quand même déjà partant pour l'an prochain ou non seulement pour l'an prochain, on a déjà... d'ailleurs, on a eu des gens qui, en plus de faire des retours sur cette année, nous ont proposé des projets pour l'année prochaine et qui sont peut-être intéressés pour travailler sur Paul va au cinéma de l'année prochaine. Donc on a peut-être une relève qui est déjà là. Et pas seulement l'an prochain, parce que la semaine prochaine, on a un deuxième festival qui, lui, est plus basé sur le cinéma bis, le cinéma de genre, série B à Z, qui est le festival Orgie Filmique, qui aura lieu, du coup... Toujours salle Jean Moulin. Toujours salle Jean Moulin et ce sera de 10h à minuit, plus d'une quinzaine de projections, 4 conférences et un concert. Donc je vous invite à retrouver le catalogue sur internet, mais aussi partout dans la ville et sur la fac, qui a été encore une fois distribué partout. Et ça se passe le 26, 27 et 28 mars. Voilà, il me manquait les dates. Heureusement que Clotilde veille au grain. Très bien, merci en tout cas d'être passé sur le plateau encore une fois. Merci à vous. Merci. Et merci surtout aussi d'avoir parlé justement des gagnants libre cours. Ça fait toujours plaisir, je pense, pour les réalisateurs que leur œuvre non seulement touche des gens en salle, mais aussi puisse être discutée en dehors. Oui, de toute façon, on avait envie déjà de base, donc on est content de ce partenariat avec vous, donc nous aussi, pourquoi pas à l'année prochaine, si je suis encore là. Ce soir, pas de quiz, donc il est déjà l'heure de conclure cette émission. On n'oublie pas les conseils de la semaine quand même. Donc tu en as parlé la semaine, donc le 25, 26, 27, c'est ça ? 26, 27, 28, j'ai déjà oublié, je suis nul. On a aussi toujours l'appel à création sur le thème féminisme de l'association Les Anémones. Et puis aujourd'hui, j'ai mis en ligne les dates du prochain 48 heures film Homemade qui se dérouleront du vendredi 12 au dimanche 14 avril. Avec une projection le lundi 15 avril en salle Jean Moulin à 19h. Il y aura aussi un concert et il y aura les œuvres de l'appel à création. Et c'est le retour de Game of Thrones. Oui, mais je sais, mais c'est pas grave. Tu vas voir, on va les défoncer Game of Thrones. On m'annonce aussi dans le casque une projection des Anémones le 2 avril. Je ne sais plus quel est le film. John. Je ne comprends rien avec ce casque qui bug. John, viens, allez, yallah. Il y a le temps. Dis-nous qui passe le 2 avril. Je vois qu'on oublie les Anémones, sympa. Non, j'ai parlé de l'appel à création, mais j'ai pas vu ton... C'est la dernière séance du Ciné-Club et ça sera 3 courts-métrages. Ah oui. Contre les tabous, un sur les menstruations, un sur la sexualité
Et le dernier sur l'endométriose. Soirée sans tabou. Soirée sans tabou et sans avec un G. C'est le 2 avril à 19h au Sol Jean Moulin. En plus, c'est moi qui ai réservé les salles et j'ai oublié. Très bien. Merci à toute l'équipe présente ce soir. Merci à vous, Clotilde, Nils et Margot, d'être venus. Remerciements tout particuliers à Arnaud pour la réalisation de cette émission ainsi qu'à John pour la vidéo. Je vais vite parce que ce soir il y a Montpellier-Ivry et Hollande et je vais vite y aller après. La semaine prochaine, 3 films sont au programme. Us de Jordan Peele, M de Yolande Zoberman et Qui m'aime me suivre de José Alcala. Si l'émission vous a plu, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux et Paul va au cinéma, vous pouvez aussi les retrouver sur les réseaux, bien sûr, comme dirait Niska. À l'occasion de son 2e concert la semaine dernière à Bercy, le rappeur canadien Drake a invité sur scène à la surprise générale le chanteur de R&B belge Hamza. Cette rencontre improbable n'est plus la première surprise que le jeune belge nous réserve. En effet, au début du mois est sorti son premier album Paradise et outre un feat avec Aya Nakamura, le CD se termine par un trio. Clotilde, ça l'a fait rire. Ça, dès que j'ai Aya Nakamura, non, ça rigole plus là. Le CD du coup se termine par un trio, encore une fois très improbable, puisqu'il réunit en plus d'Hamza, Christine and the Queens et Oxmo Puccino. Le titre s'appelle Minuit 13 et il sample le Everybody's Got to Learn Sometime du groupe New Wave The Corgis. C'est donc avec ce morceau que l'on va se quitter ce soir. Bonne semaine à vous, The Cinéma Show c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, mais c'est encore un peu maintenant.